Bonjour à toutes et tous. Donc, on va poursuivre notre panorama des différentes formes d'habitat intermédiaire. Donc, l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, on en a parlé tout à l'heure dans la première table ronde initiale. Il a été pensé dans le rapport Pifto-Wolfrom et concrétisé par la loi Elan de 2019. Donc, initialement développé dans le secteur de l'handicap, traditionnellement dans le secteur du handicap, il s'est imposé et progressivement comme une alternative crédible aux enjeux du vieillissement et du grand âge. Et il repose sur ce qu'on appelle un projet de vie sociale et partagée qui permet aux habitants en relative autonomie de vivre chez eux de manière donc autonome, tout en bénéficiant d'un cadre collectif et d'entraide et de convivialité. Donc depuis sa création, son modèle il a connu une forte expansion. Donc un chiffre qu'on rappellera tout à l'heure, que notre invité, M. Chapon, rappellera, un chiffre notamment entre 2022 et 2023, on note plus 55% de nouveaux projets, donc c'est consécutif. Et 95 départements aujourd'hui ont mis en place un dispositif de soutien à l'habitat inclusif, notamment à travers l'aide principale qui permet de soutenir ce type de projet, qui s'appelle l'aide à la vie partagée. Donc ce financement spécifique qui finance le projet d'animation et de coordination du projet de vie sociale, justement. Mais malgré donc cette dynamique de ces dernières années, il y a des défis quand même qui demeurent et dont on va parler rapidement dans cette petite séquence, des freins notamment au développement de ces habitats. Donc on va se demander comment s'assurer que ces habitats répondent aux besoins des habitants, comment les bailleurs et les collectivités s'approprient ce modèle, et surtout comment on garantit la pérennité dans un contexte où les financements et l'ingénierie des projets, elle est sous pression, notamment de l'État. Donc pour parler de ces différents sujets, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants, Madame Ingrid Dautray, qui est directrice de l'association API, donc association API qui promeut l'habitat partagé et qui est chargée d'orienter notamment les porteurs de projets vers les financeurs. Et également, elle contribue à la montée en compétences de tous les acteurs de l'écosystème de l'habitat inclusif. Et j'appelle également Monsieur Pierre-Marie Chapon, qui est président du cabinet Domélia et qui travaille depuis de nombreuses années sur l'évolution de ces formes de logement. Il a notamment mené plusieurs études récentes en lien avec la CNSA et une autre étude en lien avec l'USH, et donc qui pourront tous les deux nous apporter un regard éclairé sur cette évolution. Donc on va commencer directement à rentrer dans le vif du sujet. Donc Monsieur Chapon, l'habitat inclusif, il est présenté depuis quelques années comme une solution d'avenir au vieillissement. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est vraiment dans ce type d'habitat ? Oui, merci à vous, bonjour à tous. Donc effectivement, on travaille à la fois avec la CNSA sur les synthèses nationales. Donc les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres consolidés par rapport à l'année 2023, puisque la synthèse sortira dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et nous travaillons également sur un cahier repère pour l'Union sociale pour l'habitat. Donc un certain nombre d'enseignements qui vous seront partagés aujourd'hui sont issus de ces deux travaux. On compte, donc premier enseignement, on compte en 2023 effectivement 970 habitats inclusifs opérationnels. Donc vous l'avez dit, une augmentation de 55% entre 2022 et 2023, ce qui représente à peu près 7500, un petit peu plus même, 7500 bénéficiaires de l'aide à la vie partagée contre 2784 l'année précédente. Donc on voit une très forte augmentation, mais il faut bien prendre en compte que l'habitat inclusif avec aide à la vie partagée est aujourd'hui minoritaire dans ce qu'on peut proposer au niveau de l'habitat inclusif, puisque les chiffres, je te laisse les donner, Ingrid, au niveau global. Oui, alors nous, on parle effectivement, bonjour à toutes et à tous déjà. Merci pour cette invitation à partager sur l'habitat inclusif aujourd'hui. Donc effectivement, les chiffres de la CNSA concernent ceux de l'AVP, mais au niveau de l'habitat API, dont nous parlons, donc accompagné, partagé et inséré dans la vie locale, appellation issue du rapport Pifto-Wolfrom, on considère qu'on a environ 3000 projets d'habitat qui correspondent à 30 000 habitants. Donc on voit qu'on est loin des chiffres des autres structures présentées, mais malgré tout, on représente un secteur important.
Historiquement, l'habitat inclusif s'est développé dans le secteur du handicap. Ça représente encore un petit peu plus de la moitié, 55% des habitats actuels. Et par contre, les projets à destination des seniors ont vraiment explosé entre 2022 et 2023, parce qu'on est à presque 200% de plus. Et ce qui est intéressant par rapport à notre journée, c'est que ce sont surtout les bailleurs sociaux qui sont à l'initiative de ces projets à destination des seniors, parce qu'effectivement, c'est une réponse au vieillissement des habitants, comme on l'a évoqué ce matin, et ça leur permet aussi d'apporter une réponse par rapport à l'isolement et favoriser l'inclusion sociale. Autre enseignement, élément important, l'investissement, l'aide à l'investissement dans l'habitat inclusif. Il y a un rapport de 1 à 10 par rapport au secteur du handicap. Et là, on peut notamment citer les caisses de retraite, les CARSAT, le réseau des CARSAT, et la GERCARCO, qui ont poussé en termes d'investissement. On est de l'ordre de 10 millions d'aides à l'investissement en 2023, si on cumule sur ces deux types de structures. Autre élément très intéressant également, et alors c'est particulièrement vrai pour les seniors, ça l'est beaucoup moins dans le secteur du handicap, mais on a 75% donc au global des personnes qui vivaient auparavant dans un domicile ordinaire. Donc on voit bien qu'on est dans une logique de parcours de vie, mais comme je le disais, ce sont effectivement surtout des personnes âgées. Et un autre élément, et là peut-être qu'on pourra en débattre tout à l'heure, plus d'un habitant sur deux qui vit en habitat inclusif n'a pas eu à déménager. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son logement qui s'est transformé en habitat inclusif. Ça, c'est vraiment un phénomène qu'on a vu se développer, surtout à partir de 2022-2023. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des logiques, et c'est particulièrement les bailleurs sociaux, qui sont plutôt dans une logique de créer de l'habitat inclusif dans de l'existant et non forcément uniquement dans de l'offre nouvelle. Ça pose aussi des questionnements. Je pourrai peut-être réagir par rapport à ces éléments. Et donc, par contre, effectivement, donc on a eu, dernier enseignement pour cette première question, on a eu très forte explosion donc, entre 2022 et 2023 du nombre de projets. Là, on assiste actuellement à une pause. Je pense que vous avez pu le constater dans les différents départements. Il n'y a pas eu forcément d'appel à manifestation d'intérêt ou d'appel à projets qui ont été lancés cette année, en tout cas dans un certain nombre de départements. Donc, il y a un certain nombre de questionnements, notamment qui sont liés au financement, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc les questions effectivement qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette dynamique va continuer ou sous quelle forme ? Vous parliez justement des bailleurs, je vais élargir aux bailleurs et aux promoteurs qui notamment sont présents aujourd'hui avec nous. Est-ce que, selon vous, ils se sont réellement emparés du modèle ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'habitat inclusif s'est imposé dans l'offre d'habitat intermédiaire global ? Alors nous, toujours par rapport aux chiffres, effectivement, les bailleurs sociaux, alors non seulement ils jouent un rôle très important, on y reviendra, mais c'est aussi, avant tout, les premiers propriétaires de murs, enfin de toutes ces offres d'habitat inclusif. Ils représentent plus de 50%. Ces bailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ils ont bien compris que l'habitat inclusif pouvait être une solution, et ils ont adapté finalement, et ils ont réfléchi à différentes approches. Tout le monde n'a pas la même approche, et heureusement, puisque l'habitat inclusif, il n'y a pas de modèle, c'est ce qu'on se disait avec Ingrid, il n'y a pas de modèle de l'habitat inclusif. Donc première approche, c'est l'approche, et ça on le retrouvera dans le cahier repère, l'approche dite authentique, c'est-à-dire que là c'est vraiment des bailleurs sociaux qui sont vraiment venus à la philosophie même de ce qu'est l'habitat inclusif, avec une démarche fortement territorialisée, avec le soutien politique, on l'évoquait pendant la première table ronde, qui est très fort, et donc là on a dans le cahier repère un certain nombre d'exemples sur ce sujet. Je passe très vite parce que vous savez qu'on a un temps très court. D'autres bailleurs ont eu une approche beaucoup plus structurés, c'est-à-dire qu'ils ont essayé, derrière une logique de marque, une logique d'éléments qui seraient reproductibles, tout en restant de l'habitat inclusif. Donc parfois la limite est pas évidente, mais à proposer finalement, à rationaliser peut-être, c'est peut-être un gros mot au niveau de l'habitat inclusif, mais à rationaliser certains éléments pour avoir un modèle économique, notamment au niveau de l'animation, qui fonctionne. D'autres bailleurs ont privilégié une approche plutôt dite autosuffisante. On le disait tout à l'heure, la majorité des habitats inclusifs ne sont pas financés par la prestation d'aide à la vie partagée, ou de manière résiduelle par le forfait habitat inclusif. Et donc, ils ont trouvé des modèles
assez intéressant avec, là on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais des modèles économiques où on sent que les résidents sont, finalement ça fonctionne bien et ils ont trouvé donc quelque chose qui fonctionne bien. D'autres approches au niveau en diffus, donc par rapport au modèle traditionnel. Et enfin, ce qu'on retrouve dans le Sky Repère, certains sont sur une logique également de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Je vous laisserai le découvrir par rapport à ça. Alors peut-être juste pour terminer sur cette intervention, il y a quand même un certain nombre de freins à ce développement de l'habitat inclusif. Bien évidemment, en premier lieu, le frein financier, notamment, je l'évoquais à l'instant, l'arbitrage au niveau des conseils départementaux, hein, moins d'appels à projets, donc quelque part, alors les financements, il y a eu une phase de lancement de l'habitat inclusif où la participation de la CNSA était de 80%. Aujourd'hui, et d'ailleurs la CNSA ne l'a jamais caché, hein, c'était une phase d'amorçage. Aujourd'hui, ce financement, par contre, est pérennisé, et ça je tiens à le dire, c'est-à-dire que la CNSA joue le jeu et ça a été quelque chose qui a été pérennisé dans les différents, au niveau du PFFSS, j'arrive jamais à le dire dans le bon sens, notamment, mais effectivement, les conseils départementaux sont aussi confrontés à d'autres arbitrages, à d'autres financements pour d'autres types d'offres. Donc il y a un enjeu aussi pour montrer, et Ingrid va le présenter dans un instant, que l'habitat inclusif a toute sa place et surtout apporte des résultats mesurés, des impacts très positifs. Ça pose aussi des questionnements au niveau de l'organisation chez les bailleurs. Tout ça, ça a un coût, c'est chronophage. Ça peut être complexe, notamment au niveau du montage, du temps de montage du projet, au temps de faire vivre en fait ces différentes opérations. Donc aussi des impacts en termes de ressources humaines, de recherche de partenaires. Donc c'est quand même un investissement important. Madame Dautré, peut-être pour compléter, vous en tant qu'association API, vous aidez, vous informez de nombreux porteurs, vous les orientez vers les financeurs. Sur le terrain, comment ces projets sont mis en œuvre et d'après ce que vous avez observé, quels sont les... Alors c'est pas modèle, mais vous parlez de montage plutôt, quels sont les montages qui fonctionnent le mieux ? Alors peut-être une précision que je n'ai pas apportée quand vous avez présenté l'association API, c'est que l'association API, elle a été créée par 3 entités. La Caisse des dépôts, le réseau APA, qui est un réseau de porteurs de projets d'habitat partagé et accompagné, et la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Donc c'est vrai que ça nous donne une vision assez large avec l'implication de ces 3 membres fondateurs sur ce qu'est l'habitat inclusif et sur son développement. Donc effectivement, on a parlé des bailleurs sociaux qui étaient vraiment très importants, notamment pour l'accessibilité financière, on en a parlé à plusieurs reprises ce matin. Bien rappeler aussi que ce sont des projets pour les personnes âgées. Nous sommes assises de l'habitat senior, mais ne pas oublier les personnes en situation de handicap, qui représentent un public très important de l'habitat inclusif. Donc voilà, ces projets, effectivement, nous, on estime qu'on n'aime pas trop à API parler de modèle. On a beaucoup de porteurs de projets qui en portent 1 ou 2, qui ne sont pas forcément dans une logique d'essaimage, mais qui sont bien sur des projets qui s'adaptent au territoire, qui s'adaptent aux besoins de la population locale, qui sont co-construits vraiment en partenariat avec les acteurs locaux et bien entendu avec les habitants qui doivent être une complète partie prenante du projet. Donc nous, on a plutôt tendance effectivement à parler de montage. On pourrait dire qu'il y en a presque un par projet parce qu'il n'y a pas 2 projets qui se ressemblent. Mais en tout cas, on voit que ces projets ils correspondent à un besoin d'ouverture, de choix, de diversification de l'offre et parfois de transformation de l'offre. Alors c'est vrai, quand on a parlé quand on a préparé cette table ronde, on a parlé d'appropriation du modèle, de projets réussis, et je voulais qu'on s'interroge finalement sur qu'est-ce que c'est qu'un projet réussi. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de réussite ? On peut y mettre beaucoup de choses, et nous à API, on pense qu'un projet réussi, c'est un habitat où les habitants se sentent bien. Donc, comme on l'a dit, où ils ont été impliqués très en amont, où ils ont pu exprimer leurs besoins, mais surtout leurs souhaits, comment ils envisageaient de vivre. Et donc, on voudrait valoriser ce volet qualitatif.
des habitats inclusifs. Et c'est pourquoi en 2024, donc, nous avons mené une expérimentation de mesures d'impact social qui était une première à l'échelle nationale dans ce secteur. Donc on en est fiers et heureux. Les résultats définitifs viennent d'être publiés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet, monhabitatinclusif.fr ou sur les réseaux. Donc vraiment, cette étude, elle est très importante. Elle a été menée avec 28 porteurs de projets dans 47 habitats, 28 à destination des personnes âgées et 19 pour les personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire national. On a voulu faire cette mesure d'impact à 2 niveaux. Un niveau individuel où chaque porteur de projet a pu auto-évaluer son propre projet d'habitat et un niveau collectif donc, pour lequel API a joué ce rôle de capitalisation des données pour vraiment montrer l'impact global de ces habitats. Nous avons travaillé sur les 4 thématiques de l'habitat API, donc la partie habitat, la partie accompagnement, la partie partage et la partie insertion dans la vie locale. Et nous avons donc fait cela sous forme de questionnaires, 410 questionnaires récoltés auprès des habitants, des proches et des professionnels, qui étaient 3 cibles, priorité aux habitants, mais également 2 autres cibles proches et professionnelles. Et puis des entretiens semi-directifs, 86, donc des résultats vraiment très importants. En synthèse, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous donnez les principaux résultats pour vraiment le focus sur ces 3 parties prenantes. Le premier pour les habitants, bien sûr, c'est la force de l'habitat inclusif sur le développement du lien social, de la confiance en soi et du gain, maintien ou gain d'autonomie, notamment pour les personnes en situation de handicap. On voit que vraiment, elles retrouvent de l'autonomie dans ces habitats. Ils expriment tous l'importance de pouvoir compter sur quelqu'un et compter pour quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de façon très, très forte. Le deuxième point qui ressort, c'est que le projet de vie sociale et partagée, qui est obligatoire dans les habitats inclusifs, vous le savez, donc qui est un projet collectif, permet également de développer des projets personnels pour les habitants. Vraiment, cette confiance qu'ils retrouvent dans le cadre collectif leur permet de développer des projets individuels, de pouvoir vraiment s'investir aussi bien au niveau des activités que de la vie citoyenne. Ça, c'était un deuxième point important. Et puis enfin, on l'a évoqué aussi ce matin, l'adaptation des logements, l'adaptation du cadre bâti. On voit que ce qui ressort, c'est que ce cadre bâti et social, il procure vraiment du bien-être aux habitants. Ils se sentent chez eux et libres de leur choix. Et ça, c'est également un point très important, l'autodétermination dans l'habitat inclusif, le fait de pouvoir choisir. Je reviens au rapport Pift-Wolfram, demain je pourrais choisir, vraiment cette notion de choix d'habiter avec vous. Voilà. Et puis, juste un petit mot pour les proches. On note un allègement vraiment important de la charge d'aide, en particulier dans le secteur du handicap, mais également pour les personnes âgées, où on est plus sur une modification de la relation entre la personne et son entourage. Et pour les personnes âgées, on est plus sur une notion d'allègement. C'est souvent des personnes en situation de handicap qui étaient au domicile parental pour une majorité. Et donc, chacun reprend son autonomie et c'est important. Son indépendance, et c'est important. Et puis, on l'a évoqué aussi ce matin, pour les professionnels, une qualité de travail, une qualité d'intervention, où vraiment ce modèle d'habitat est plébiscité. Donc, plus globalement, pour cette mesure d'impact, ce qui est important, c'est qu'elle a permis d'engager pour chaque porteur de projet des réflexions quant au fonctionnement et à l'évolution des habitats. Puisqu'on l'a dit, ces habitats, ils sont en permanente évolution, notamment avec le projet de vie sociale, mais aussi avec l'implantation dans la vie locale. Voilà, peut-être qu'à ce stade-là. C'est très bien, voilà. Merci. Je voulais, avant qu'on conclue, évoquer en troisième point les perspectives du modèle. Monsieur Chapon, vous le soulignez tout à l'heure, alors vous parliez d'une stagnation des nouveaux projets. Oui, enfin, en tout cas, beaucoup moins, comme je disais, d'appels à projets sur donc l'année 2024. Donc on va voir un petit peu comment les choses évoluent. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Déjà, il a fallu digérer tous les projets qui avaient été lancés en
2022, donc également de voir comment il fonctionne, puisqu'on arrive à un stade où l'habitat inclusif, après il y a eu toute une phase de, je dirais, d'euphorie de lancement. Aujourd'hui, il y a des projets qui fonctionnent très bien, d'autres qui ont fermé, d'autres qui ont des difficultés, donc c'est aussi, et c'est normal, hein, sur ce type qui est ce temps un petit peu où les choses sont en train de s'organiser, de se structurer. Il a fallu aussi au niveau des conseils départementaux qui se structurent. On a de plus en plus de départements qui ont aujourd'hui une chargée de mission ou un chargé de mission spécifique à l'habitat inclusif. Il y a différentes réunions qui ont été montées avec les différents partenaires. Donc on voit bien que ça se construit. Donc voilà, donc il y a des éléments qui me font dire que les choses vont repartir, et puis d'autres, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quels vont être les arbitrages. Il faut derrière, il y a une volonté politique qui doit être forte. Je pense qu'il y a certains départements qui sont très attachés à l'habitat inclusif et qui continueront de fortement développer cette solution. D'autres, peut-être moins, au profit d'autres choses. Donc moi, simplement, ce que je voudrais rappeler très rapidement, c'est que l'habitat inclusif, c'est une réponse à laquelle je pense qu'on croit tous les deux largement. Mais ce n'est pas la réponse, et ça c'est très important de le redire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir cette matinée, il faut avant tout pour l'habitat inclusif que ce soit les habitants eux-mêmes qui aient cette démarche. Il faut vraiment qu'on reste là-dessus, et c'est pour ça qu'il y a quand même quelques points de vigilance. Attention à une tendance de certains à vouloir institutionnaliser un petit peu les choses. Je pense notamment au niveau de certains conseils départementaux qui font des cahiers des charges un peu trop restrictifs ou qui peuvent avoir une vision, alors que si on se bloque là-dessus, on enlève tout l'essence même de l'habitat inclusif. Et puis peut-être quelques pistes en deux mots, je promets de ne pas les développer, c'est peut-être développer des formations adaptées sur les différents acteurs qui sont concernés pour qu'ils comprennent bien justement ce que c'est que l'habitat inclusif, parce que là on ne peut pas en un quart d'heure, mais il y a vraiment toute une philosophie, toute une approche à avoir, que ce soit au niveau des élus, que ce soit au niveau des porteurs de projets, les outiller. Il y a des réflexions notamment au niveau de l'USH qui sont menées actuellement. Le but c'est aussi de renforcer ces compétences, mais aussi important de sécuriser les porteurs de projets, notamment peut-être qu'il peut y avoir des réflexions sur la prise en charge et notamment sur de l'aide à l'ingénierie. Il n'y a que 8 départements, nous, ce qu'on a mesuré, qui apportent cette aide à l'ingénierie, et c'est hyper important pour que les projets puissent se lancer. Et puis, bien sûr, sanctuariser des financements. Notamment, on a évoqué ce matin le dégrèvement total ou partiel de la TFPB. La mobilisation des prêts ciblés de la Caisse des dépôts et la prise en charge au-delà des frais indirects du financement de l'investissement initial pour faciliter la pérennisation de projets, etc. Donc, mais tout ça, ce sera à lire dans le repère de l'USH. Très bien, merci. Et vous Madame Dautré, pour vous, quelles évolutions sont nécessaires pour que l'habitat inclusif réponde pleinement aux attentes des seniors à l'avenir ? Alors, je pense qu'en premier lieu, il faut qu'on retrouve une impulsion politique ambitieuse au niveau de l'État, qui serait pilotée, cette politique, en interministériel. Parce qu'on le voit bien, on a parlé ce matin, l'habitat inclusif touche plusieurs sujets, mais en premier lieu, il touche le logement. Les personnes sont dans un habitat de droit commun. Donc, cette politique interministérielle, elle est importante, avec une entrée logement, bien entendu avec un volet autonomie, handicap, avec un volet aménagement du territoire, avec un volet santé, mais au sens global, au sens prévention santé. Finalement, on voit que ces habitats ils jouent un vrai rôle de prévention. Donc, je pense que ça, c'est la première chose qu'on doit retrouver. Une impulsion politique ambitieuse, pilotée en interministériel, et pour lequel nous aurions une structure permanente d'animation et de coordination qui jouerait pleinement ce rôle. Il y a l'Observatoire national de l'habitat inclusif auquel l'association API est adhérente, mais malgré tout, on voit qu'il n'est pas opérationnel au jour d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment besoin de mettre en action cette animation et cette coordination nationale pour vraiment pérenniser l'habitat inclusif comme un outil de développement territorial. On est vraiment beaucoup plus large que l'habitat. Ensuite, Pierre-Marie l'a évoqué, la sécurisation de l'habitat inclusif, elle est nécessaire pour bien se positionner en tant qu'habitat inclusif. On n'est plus dans le ni-ni, on existe en tant que tel, mais il y a encore besoin de sécurisation.
Et par le fait, c'est vrai que voilà, tu l'as évoqué aussi, hein, le fait que les départements ont des lectures un peu parfois différentes de la loi Elan, hein, de l'application de la loi Elan. On voit que le sujet il est majoritairement porté aujourd'hui par les directions autonomie des départements, et ça pose vraiment la question de travailler plus en transversalité avec les directions du logement et de l'habitat. Et avec les services de l'État qui sont concernés par le logement. Je pense par exemple au DDT, je pense aux membres de la conférence des financeurs, hein, qui doivent vraiment tous avoir leur place, vraiment ce double volet logement, autonomie, c'est vraiment important de ce travail en transversalité. Je reviens également sur le besoin d'ingénierie parce qu'on l'a évoqué pour les porteurs de projets, ça c'est vraiment très important. On voit que... Oui, rapidement. Oui, je suis désolé. Le besoin d'ingénierie et le besoin de formation, je ne le rappelle pas, mais dire que l'association API travaille avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, hein, vraiment pour jouer ce rôle de centre ressources et de pouvoir appuyer ce travail en transversalité avec l'ensemble des institutions. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie dans notre tour de table, on ne l'a pas forcément évoqué ce matin, ou très rapidement, l'assurance maladie, hein, vraiment pour les dépenses de prévention en santé. Je pense qu'on peut vraiment faire un travail partenarial avec eux. Et puis qu'on n'oublie pas non plus les régions. On a parlé beaucoup des départements, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont la compétence autonomie, mais les régions, notamment avec des compétences comme l'habitat sur le volet rénovation énergétique des bâtiments, sur le volet santé et sur le volet formation professionnelle des intervenantes. Je pense qu'on a vraiment intérêt à travailler également avec les régions. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette belle présentation.